tous et bienvenue pour ce webinaire organisé conjointement par le pôle Alpha RLH et en partenariat avec l'Aerospace Valley et le WFORSpace. Dont l'intitulé est La photonique à la conquête de l'espace. Merci de vous être inscrits. Donc, je voudrais d'abord remercier donc les différents intervenants que vous allez voir tout à l'heure. Je remercie aussi David Balaja et Delphine Demars pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis moi-même Emmanuel Fretel, responsable du domaine d'activité stratégique pour le pôle Alpha RLH. Et donc, je suis mis à disposition pour cette mission par mon entreprise qui est SILAS, filiale de Ariane Group. Donc, je vais laisser Monsieur Pierre-André Baudard, qui est responsable du Web for Space, se présenter et qui sera en co-animation avec moi lors de ce webinaire. Oui, merci Emmanuel. Oui, donc je suis Pierre-André Baudard. Bonjour à toutes et à tous. Je m'occupe de la mise en place d'une structure d'innovation qui s'appelle Way for Space, que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Et je voulais surtout remercier le pôle Alpha RLH et Aerospace Valley pour l'invitation à contribuer à cet événement. Vous verrez qu'on est complètement en ligne avec le développement de sujets que nous souhaitons faire. Voilà, merci Pierre-André. Donc, je vais faire une petite introduction. Alors, le webinaire va se passer de cette façon. Donc, on va avoir différents intervenants et vous pouvez poser vos questions dans le chat de la plateforme que vous avez sous vos yeux. Et chaque intervenant essaiera de répondre aussi bien que possible à vos questions à la fin de sa session. Alors, je vais vous présenter brièvement le pôle Alpha RLH. Alors déjà, le programme, excusez-moi. Donc, avec Pierre-André, nous allons faire une petite introduction. Ensuite, nous aurons une intervention du CNES, donc Monsieur Mathieu Boutillier, qui va nous parler des technologies photoniques pour applications spatiales. Donc, il va nous faire un panorama. Ensuite, nous aurons Monsieur Benjamin Pagès de Aurea Technologies, qui va nous parler de communication quantique sécurisée, et plus particulièrement de QKD, Quantum Key Distribution. Ensuite, nous aurons Jean-Paul Dufour de Silas Ariane Group, qui va nous faire un aperçu des technologies et produits de Silas pour applications spatiales. Et nous finirons par Alexis Melman de X-Blue Kilia, et qui va nous parler de laser stabilisé pour les horloges atomiques, pour les horloges optiques, excusez-moi, et pour applications spatiales. Alors, une petite présentation du pôle Alpha RLH. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité technologique. Nous adressons 3 technologies, en particulier donc la photonique, les lasers d'un côté. Donc, je suis moi-même responsable de cette partie. L'électronique hyperfréquence. Mon collègue Patrice Gaman est responsable de ce sujet. Et nous nous adressons depuis quelques temps maintenant à un nouveau domaine d'activité stratégique sur les matériaux pour la photonique et pour l'électronique. Et ces différents domaines technologiques, nous essayons de les déployer sur différents marchés applicatifs, qui sont entre autres les domaines d'activité stratégiques suivants: communication et sécurité, santé et dispositifs médicaux, autonomie, énergie, bâtiments intelligents, et ce qui nous intéressera un petit peu plus aujourd'hui, l'aéronautique, le spatial et la défense. Pour chacun de ces domaines d'activité stratégique, nous avons un animateur responsable de ces sujets. Alors, le pôle Alpha RLH, c'est environ 280 membres à fin 2021, 283 exactement. Donc, nous sommes en croissance. C'est notre record. Donc, nous en sommes assez fiers. 60 nouveaux membres en 2021, environ 200 entreprises, pour la plupart implantées sur le territoire néo-aquitain, mais nous avons des entreprises sur tout le territoire national et de plus en plus, nous en avons aussi à l'étranger, en Suisse, en Écosse, par exemple. Euh, Nous avons aussi comme adhérents des organismes et des établissements de recherche. Le but d'un pôle de compétitivité comme le nôtre étant la croissance des entreprises via l'innovation. Et donc, via l'innovation, ça veut dire très souvent via le canal de la recherche en collaboration avec des universités, des centres de recherche. Donc, des institutionnels et d'autres types d'adhérents comme des pôles, des clusters, des associations, etc. Alors, on va faire un petit panorama très rapidement pour voilà, pour vous présenter un peu ce que c'est la photonique spatiale en quelques planches. Et ensuite, je passerai la parole à Pierre-André. Alors, la photonique spatiale, c'est quoi? Donc là, j'ai fait une petite segmentation. Alors, tout d'abord, on retrouve de la photonique dans les lanceurs, donc, que ce soit dans la fabrication, dans le lancement, et aussi dans la mise en orbite. Dans la fabrication,
On utilise par exemple des procédés laser pour faire des mises en forme de pièces, pour faire de la découpe, du drapage dans les matériaux métalliques, dans les composites, pour faire de la fabrication additive assistée par laser. Pour le lancement, on parle d'optopyrotechnie, donc du déclenchement par laser. Et pour la mise en orbite, on peut imaginer plein de capteurs photoniques installés dans les différents lanceurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec de la photonique? Eh bien, on observe la Terre. Il y a de plus en plus de missions qui ont été lancées, mises sur orbite avec des instruments de photonique très complexes, par exemple des lidars qui embarquent des lasers très complexes pour faire de l'observation de la Terre. Un des derniers en date qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, je crois, c'est la mission Aeolus avec l'instrument Aladdin, qui est une mission pour la mesure des vents avec un système lidar. Une prochaine mission devrait être Merlin, qui est aussi un lidar utilisant un laser plutôt infrarouge pour la mesure du méthane de l'atmosphère. Donc on fait aussi des communications, donc par lien laser, des communications quantiques sécurisées. L'intérêt du lien laser, c'est qu'on peut avoir des très forts débits et qu'on peut aussi, voilà, le laser étant directionnel, c'est quand même plus dur à intercepter. Et communication quantique voilà, pour la sécurité. Donc vous aurez 2 interventions sur ces sujets-là tout à l'heure. Donc avec Jean-Paul Dufour et de Silas et Benjamin Pagès de Auréa Technologies. Alors on fait aussi de la navigation. Donc le système GPS, on doit retrouver des petites horloges atomiques qui sont bourrées de photoniques. Tout ça mis sur orbite aussi. Sécurisation de l'espace. Donc de plus en plus, l'espace est un lieu de menace. On en entend de plus en plus parler. Il y a aussi des sujets de débris dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère, l'espace, comme vous le savez, c'est devenu une gigantesque poubelle. Donc tout ça, il faut s'en occuper. La photonique est un sujet intéressant parce qu'avec des lasers, par exemple contre les menaces, contre nos satellites ou contre nos systèmes au sol, le laser permet de faire une réponse graduée. On n'est pas obligé de détruire tout de suite quelque chose qui nous a observé d'un peu trop près. On peut d'abord l'éblouir, puis ensuite le détruire. Alors l'exploration des planètes. Alors là aussi, vous avez tous vu les petits robots qui sont partis sur Mars ces dernières années. Donc qui embarquent effectivement des instruments de photonique très complexes, des spectromètres LIPS pour de l'analyse élémentaire des roches martiennes, des spectromètres Raman. Tout ça est bien évidemment déjà fonctionnel avec des performances assez incroyables. Donc l'exploration de l'espace, en particulier de l'espace profond. Donc on a tous vu aussi le jour de Noël le télescope James Webb qui a été lancé, je crois, à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Et donc, il devrait fournir dans les prochains mois des images du ciel profond très, très, très performantes et remonter aussi à des périodes qui sont très, très proches du Big Bang. Donc, l'observation de l'espace depuis la Terre, en particulier l'observation planétaire. Donc, l'exemple le plus simple, c'est la mesure de la distance Terre-Lune qui se fait depuis l'observatoire de la Côte d'Azur avec un laser néodyme YAG. Et enfin, pour finir, des choses qui sont peut-être moins connues, mais qui ont donné aussi lieu à des très très belles missions intégrant des beaux instruments de photonique, des missions de test de lois de la physique. Donc sur toutes ces technologies et toutes ces applications, en fait, on retrouve beaucoup de photonique et on retrouve beaucoup d'entreprises françaises, quasiment sur toutes les missions et les grands projets spatiaux. Ben voilà, il y a des entreprises françaises et des membres de Alfer LH qui ont été impliqués, parce que c'est vraiment une des forces de nos écosystèmes, de pouvoir déployer ces technologies. Alors voilà, voilà, les membres de Alpha donc, sont présents sur la plupart de ces sujets. Donc nous allons maintenant passer 1h30 environ, 1h15, 1h30, donc avec le CNES en introduction, Silas, XBlue et Auréa Technologies pour vous présenter des sujets. Mais juste avant, je voudrais vous faire un petit, voilà, deux petites planches en introduction pour vous dire ce qu'est la photonique spatiale et quelles sont les particularités. Quand on envoie un instrument dans l'espace, c'est quand même plus dur que de le garder sur sol. Donc la première chose, c'est la résistance au choc, aux vibrations. Ensuite, on a des difficultés sur les perturbations et les résistances aux radiations. La consommation énergétique aussi, il faut vraiment des systèmes à très fort rendement énergétique. Masse et volume pour embarquer moins de masse, moins de charge dans l'espace.
La thermique est beaucoup plus complexe que sur Terre parce on a plus de convection. Les contaminations aussi, il faut faire attention à tous les polluants qui peuvent endommager les systèmes photoniques, en particulier les composés organiques volatiles. On demande bien souvent de la redondance sur les systèmes parce que les systèmes, une fois qu'ils sont embarqués sur un satellite, on peut pas les remplacer quand ils sont en panne. Les essais sur Terre sont beaucoup plus complexes que pour un système qui reste sur Terre. Par exemple, pour la convection, pour la thermique. Sur Terre, on a de la gravité, dans l'espace, on n'en a plus. La mise en orbite est complexe. Et donc, nous avons aussi, lors des utilisations de ces systèmes, des difficultés avec les perturbations atmosphériques qui viennent faire en sorte que les mesures, les signaux, etc., sont vraiment très, très difficiles à interpréter. Alors, sur la gauche, j'ai mis deux exemples d'instruments qui ont été l'un mis sur orbite il y a quelques 2 ans et demi maintenant, l'instrument Aladdin, qui a été dans la mission Aeolus. Donc là, on voit une photo de l'amplificateur laser. Donc ça, c'est une réalisation française, hein. Et donc qui sert voilà, à mesurer les vents dans l'atmosphère. Et l'instrument Supercam, voilà, qui a été envoyé sur Mars pour faire l'analyse en particulier des roches martiennes par spectroscopie LIBS et Raman. Donc il y a un beau laser français aussi dedans. Il y a eu des gens à l'université de Bordeaux qui ont été impliqués sur ce projet-là aussi. Donc c'est vraiment deux belles réalisations françaises. Voilà, moi j'en ai fini. Pierre-André, je vais te laisser la parole. Oui, merci Emmanuel. Donc, juste en quelques mots, je vais vous présenter notre association donc, qui s'appelle Way4Space, qui est née récemment, fin d'année dernière en fait, et donc qui... j'arrive pas à passer les planches, David. C'est la petite flèche gauche-droite du clavier. Ah oui, c'est qu'il y a du délai, excusez-moi. Euh, voilà. Donc, nos ambitions et à quoi, ce que l'on souhaite faire, c'est donc c'est une organisation qui a été mise en place avec les collectivités territoriales, la région, la métropole, la ville de Saint-Médard, et les industriels du bassin bordelais, donc Dassault Aviation, Thales et Ariane Group. Et ce qu'on cherche à faire, donc la composante qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de développer les compétences régionales, en attirer de nouvelles sur des sujets porteurs de croissance pour le spatial. Donc on a une partie prospective qu'on appelle le centre d'inspiration, où on identifie des thèmes d'intérêt, et on a une deuxième partie qui a pour objectif de développer les idées, d'abord dans une phase de faisabilité et quand il y a lieu jusqu'à des phases éventuelles de démonstration. Donc pour illustrer, sur les phases de TRL entre la recherche et l'application industrielle, donc de 3 à 6 à peu près. Je passe pas. David, tu peux passer la planche, s'il te plaît, j'arrive pas à la passer. Merci. J'ai du délai, je pense, j'ai la latence. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Merci. Donc ce qu'on appelle le centre d'inspiration, donc c'est une partie prospective. J'expliquerai en quelques mots comment on fonctionne. Il s'agit donc de trouver des thématiques porteuses dans le domaine spatial et issues en confrontant ce qui est stratégie spatiale des différentes agences, évolution telle qu'on peut l'imaginer de l'activité du business spatial, et puis ensuite les capacités technologiques. Voilà. Donc à partir de là, on identifie des thèmes de travail, et quand on sélectionne des projets qui ensuite passent en phase de démonstration. Donc concrètement, on identifie ces thèmes, ce qu'on appelle les champs d'innovation, c'est-à-dire les thèmes de travail à la croisée de
de trois grands axes. Les usages finaux, c'est-à-dire les applications du spatial, les utilisations. Alors typiquement, toutes les applications, l'espace pour la Terre, donc les télécoms, la défense, l'agriculture, ensuite tout ce qui peut être recherche fondamentale, que ça peut être évoqué. Donc ce qu'on appelle les applications. Ensuite, les produits et segments de valeur là, qui correspondent plutôt aux chaînes de valeur industrielles. Donc on peut avoir les systèmes de lancement, le travail sur les charges utiles, les équipements orbitaux, etc. Et puis la troisième composante, c'est technologie et compétences. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, je suis particulièrement intéressé par cette séance, puisqu'il s'agit d'identifier les compétences requises pour développer les usages et via les chaînes de valeur, et en particulier, comme on l'a dit, comme on a une ambition territoriale, en particulier sur le territoire néo-aquitain. Alors pour cette identification, on s'appuie bon, sur les différents réseaux régionaux qui peuvent exister, et en particulier les pôles de compétitivité. Nous avons mis en place ces structures principalement avec le pôle Aerospace Valley, puisque on était plus tourné sur l'industrie aéronautique et spatiale, et donc plus sur des composantes qui sont la mécanique, disons au sens large. Et on souhaitait depuis un certain temps ouvrir notre champ de réflexion à ce qui était porté par les compétences du pôle Alpha RLH. Donc d'où notre intérêt pour cette journée. Et voilà, donc la suite, pour ma part, mon intérêt, c'est de trouver des thématiques porteuses. Donc on verra à travers les applications, je pense que va nous proposer notre ami du CNES. Et puis ensuite, j'espère profiter des interventions de tous les participants. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Mathieu, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, oui, donc Mathieu du Centre national d'études spatiales, qui va nous parler de la vision et de technologie photonique. Donc, Mathieu, c'est à toi. Alors, Bonjour à tous. n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Mathieu, on répondra après. Bonjour à tous. J'ai des petits problèmes de connexion, donc je peux pas mettre la vidéo. C'est David qui passera les planches pour moi, je m'en excuse. Donc je vais faire un petit topo sur ce qu'on fait au CNES. Alors j'ai fait le choix de me focaliser sur des applications plutôt ciblées plutôt que de faire un grand panorama. J'ai fait le choix de présenter plutôt des choses un peu plus dans le détail de ce qu'on fait sur deux applications télécom optiques. Donc, la première, c'est plutôt sur la partie modulation du signal télécom, et la seconde, plutôt sur ce qui va être correction à la turbulence. Alors, effectivement, on travaille sur d'autres choses, hein, comme a été annoncé au départ, typiquement sur les lasers de persévérance, qui a été un contrat CNES et qui a été réalisé par Thales LAS à Paris. Je crois qu'ils ont d'ailleurs passé leur millionième tir sur Mars récemment, et c'était très content de ça. On va passer au transparent 3, s'il te plaît, David. Donc, juste quelques applications un peu générales de ce qu'on peut faire, hein. Donc, moi, tout ce qui est photonique, pour moi, c'est ce que j'appelle toutes les applications qui permettent, par des composants optiques, de remplacer des composants électroniques ou autres avec une manipulation de photons. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur tout ce qui est peut-être à base de laser. Sachant que la plupart des lasers qui sont en vol aujourd'hui sont plutôt des lasers de puissance et sont des lasers solides. On utilise pour plusieurs applications. Alors j'ai mis, c'est pas laser, mais le principal composant optique, en tout cas optoélectronique qui est en vol, le plus nombreux, celui qui est plus en nombre en vol, c'est l'optocoupleur finalement, qui est LED avec un récepteur, qui permet juste de remplacer un relais. C'est le composant optoélectronique le plus ancien qui est en vol aujourd'hui, le plus nombreux. Après, tout ce qui est laser, ça sert à énormément de choses. On fait de la calibration d'instruments optiques, typiquement sur YASI-NG. On sert d'un laser asservi en fréquence pour calibrer une erreur de front d'onde dans l'interféromètre. Ça se envole, ça va voler prochainement.
on fait typiquement de l'opto-RF. Ça, c'est un peu plus amont, mais tout ce qui va être distribution d'horloges, conversion de fréquences, RF sur porteuses optiques. Il y a des applications sur tout ce qui va être satellite type Pléiade, Pléiade Néo, sur des gyroscopes actionneurs gyroposcopiques à effet Sagnac. Hein. Ça, c'est réalisé par des entreprises X-Blue, X-Space qui font ça. On a bien évidemment des applications type LIDAR, Aeolus, Merlin. Chez nous, la projet génération, c'est plutôt des LIDAR type scale à peine de fréquence sur laquelle on travaille. Et puis, je vais vous parler aujourd'hui plutôt de tout ce qui va être transmission de données par lien laser, sol-bord, bord-sol. Ça peut être aussi du lien intersatellite. Ça, c'est différentes applications aujourd'hui en grande famille, hein, c'est forcément d'autres choses, mais c'est les grands types d'applications qu'on a. Transparent 4, s'il te plaît, David. Merci. Donc aujourd'hui, les lasers, je vais séparer en deux grandes catégories pour simplifier, tout ce qui va être laser de puissance impulsionnelle et laser continu plus faible puissance. Un laser de puissance, aujourd'hui, ce qui vole, c'est principalement les technologies solides, à plutôt haute énergie d'impulsion, faible cadence, autour de quelques dizaines de hertz. Donc là, il faut faire attention notamment à tout ce qui va être effet de contamination, donc ce qu'on appelle les leaks, hein, des problèmes de contamination induite et qui vont aller sur les optiques et d'un coup, ça peut endommager de façon catastrophique le laser. Donc, on va essayer de pressuriser, faire attention à la propreté, éviter des choses comme ça. Donc, le développement en cours, typiquement, c'est la suite d'Aladin, Merlin, Mescal. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est laser à technologie plutôt solide. Les techno-fibrés, ça commence à arriver, forcément, c'est poussé un peu par tout ce qui est techno-télécom optique. Ça commence à être spatialisé. Par contre, c'est sur un point de fonctionnement qui est légèrement différent. On est sur des systèmes à plus faible énergie par impulsion, mais plus forte cadence. Donc, ça demande un point de fonctionnement un petit peu différent. Au niveau système, ça peut également marcher, hein, mais c'est juste, ça se réfléchit un petit peu différemment. On commence à expérimenter les premiers lasers fibrés basse puissance en vol, notamment pour tout ce qui est plutôt télémétrie, donc surveillance de l'espace. Est-ce qu'un satellite, par forme bienveillant, se rapproche de moi? À quelle distance? Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce que c'est un débris? Des choses comme ça. Et tout ce qui est laser plutôt faible puissance continue, bon, globalement, c'est plutôt à base de semi-conducteurs ou de fibres optiques. C'est limité à des puissances, ça veut dire quelques dizaines de milliwatts, et qui apporte par rapport aux lasers solides des performances différentes, spectralement, en termes de vitesse de modulation, de fréquence de modulation, même de forme de faisceau. Et surtout, c'est tiré par l'écosystème des télécoms optiques, hein, surtout dans la bande autour de 1,55. Et donc, on peut profiter de tout cet écosystème existant, surtout en France, qui est très développé. Région d'Occitane, également beaucoup en Bretagne, autour de Lannion, avec beaucoup de composants et de filières industrielles déjà en place. Et ça, pour nous, c'est très intéressant, parce que finalement, on est sur un marché de niche, et donc c'est compliqué pour nous de mettre en place une filière complète, et des fois, c'est plus simple de profiter de l'écosystème déjà existant, notamment quand c'est déjà des systèmes qui font des petites et des moyennes séries. C'est très intéressant pour nous à structurer et plutôt chercher à améliorer des technos existantes pour les rendre compatibles du spatial, de développer complètement une nouvelle technologie. C'est pas ce transparent 5, je vous parlais des applications sur lesquelles je vais me focaliser aujourd'hui, qui est plutôt ce qui est télécom optique. C'est un sujet qui monte vraiment fortement aujourd'hui, qui a eu droit à un bon financement dans le cadre du plan de relance décidé par l'État récemment. Donc, il y a une grosse action dessus en ce moment. Je crois que c'est autour de quelques, je crois que c'est 10 ou 20 millions d'euros qui est dessus, mis en place dessus aujourd'hui pour monter l'écosystème industriel sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on travaille avec les maîtres d'œuvre industriels, hein, Thales et Airbus Defence and Space, pour travailler notamment sur les liens sol-bord et aussi, bord-sol, mais c'est pas forcément plus critique aujourd'hui. C'est le sol-bord aujourd'hui qui est très dur, qui a un gros besoin de puissance.
L'idée, c'est de passer de systèmes avec des porteuses RF à des porteuses optiques, donc un laser. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer encore une fois sur l'écosystème des télécoms optiques fibrés, avec des points durs forcément supplémentaires. Déjà, on a un espace libre et des pas sur des fibres optiques, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de pertes de transmission déjà. Donc en termes de bilan de liaison, c'est plus compliqué. On a des problèmes de turbulence atmosphérique, de stabilité de pointage entre le sol satellite-sol. On a besoin de beaucoup de puissance à l'émission. Donc il faut des amplificateurs, des multiplexeurs, parce que forcément on va travailler en multiplexage par longueur d'onde. Donc il faut des optiques qui tiennent la puissance à l'émission. On va chercher à avoir une modulation optique complexe. On va pas être sur ce qu'on appelle de l'OOK, du 0,1 tout simple, des modulations symboles plus complexes pour augmenter le débit en limitant la bande spectrale occupée. Bon, forcément, le récepteur bord aura des problèmes d'environnement spatial, vide, thermique, choc, vibration, tout ça. Et en télécom, on a aussi un gros souci, c'est qu'on veut une disponibilité à 99,99% et qu'il y a des fois des petits problèmes de météo au niveau du laser. Et donc, il faut gérer aussi possiblement des stations sol différentes pour gérer des bascules, des handovers par rapport aux contraintes météo et garder un lien opérationnel par rapport à la demande du client. Transparence 6, s'il te plaît. Voilà. Donc, en application 1, je me suis dit que j'ai parlé un peu de la chaîne d'émission laser par rapport aux besoins. Donc, on a vraiment besoin de monter le débit sur le flux bord-sol, qui est là où on a vraiment le plus besoin de débit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle loop feeder qui sert à monter toutes les données du sol vers le satellite avant de pouvoir le redistribuer au sol. Donc là, on va avoir besoin de modulation complexe, plutôt sa modulation de phase, type QPSK. Donc, je vous ai mis un petit schéma en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on va moduler en phase. Et donc, sur chaque bit, on a 4 valeurs de phase possibles qui sont présentées dessus sur un diagramme. Ou encore plus complexe, on peut moduler en phase, en amplitude. Là, c'est du 16 squam, c'est le schéma que j'ai mis en bas à droite, où là, chaque bit a 16 valeurs possibles, 4 en phase, 4 en amplitude. Donc, ces formats permettent d'optimiser la bande spectrale. Donc, on a plus de débit sur une longueur d'onde. Par contre, ça demande, pour chaque canal, il faut un meilleur SNR que sur une modulation plus simple. Et donc, ça demande d'avoir plus de puissance en entrée. Et ça demande aussi d'avoir des modulateurs et des lasers qui permettent de suivre ces rythmes-là. Typiquement, aujourd'hui, on vise des systèmes à quelques dizaines de gigasymboles par seconde, entre 30 et 50. C'est l'ordre de grandeur vu de ce qu'on vise comme type de débit. Donc, ça demande des systèmes quand même assez poussés. Sur le transparence 7, je vous ai présenté un peu comment peut être structuré. Là, c'est un terminal board, mais c'est à peu près l'équivalent au sol. Donc là, c'est un schéma de bloc qui a été réalisé par Airbus Defence and Space, qui m'a gentiment autorisé à présenter la photo. Il y a deux grandes parties. Une partie chaîne de communication plutôt à droite du schéma, une partie plan focal plutôt à gauche. Donc la partie plan focal, c'est la partie qui sert à gérer les différents faisceaux optiques qui vont transiter dans le système. On a un lien, là on est à bord, on a un lien montant du sol qui va arriver, qu'il faut recevoir avec peu de photons, qu'il faut injecter dans une fibre optique pour pouvoir le détecter après. Et dans le même terminal, on a un lien d'émission de très forte puissance qui va arriver, qu'il va falloir émettre vers le sol. Donc là, c'est deux faisceaux. On a aussi souvent une balise pour le pointage entre le télescope bord et le sol. Donc on a plusieurs faisceaux qui naviguent en même temps. Et donc le plan focal, il sert un peu à gérer tout ça, à gérer ces différents faisceaux, notamment à garantir l'alignement. Ça va être le PAT, pointage, acquisition, tracking entre les différents faisceaux. Et aussi notamment à garantir l'isolation entre le faisceau de très forte puissance de l'émission, donc quelques dizaines de watts, typiquement voire centaines de watts au sol. Il ne faut pas que ce faisceau-là vienne perturber le lien qui va vers la réception, qui lui va recevoir de nanowatts. Donc là, on a un vrai problème d'isolation à gérer entre ces deux faisceaux-là qui passent dans le même plan focal. Donc ça, c'est le but de cette brique que j'ai, qui est ici en violet, qui est cerclée en bleu, c'est de gérer un peu tout ça. Et la partie droite, c'est la partie chaîne de communication. Donc là, c'est le faisceau qui va être émis par le terminal.
on a typiquement un laser, un modulateur, et derrière, on a un multiplexeur qui va permettre de mettre en forme les faisceaux sortis de différentes longueurs d'onde. Donc ça, sur le transparent 8, finalement, on a intérêt quand même à terme à remplacer les éléments type aujourd'hui discrets, qui sont un laser spéculoconducteur type DFB, un modulateur de phase plus ou moins complexe, et un mux. Là, on se dit qu'à terme, on a quand même intérêt, si possible, à les remplacer par des circuits photoniques intégrés de plus en plus complexes, permettent de gagner en masse, consommation, en efficacité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler aujourd'hui, avec des industriels type, alors il y a des commerciaux aujourd'hui, un Neophotonics, Scintille, des choses comme ça. Sachant que sur les applications au sol, on peut reprendre typiquement des produits commerciaux parce qu'on peut, s'il y a une panne, les remplacer. Les contraintes environnementales sont quand même moins difficiles. Sur les applications à bord, aujourd'hui, on est quand même toujours sur les composants discrets qui sont quand même beaucoup plus simples à fiabiliser que de partir sur des composants type intégrés aujourd'hui à bord. Ça demande des gros efforts pour monter en maturité dessus. Étant sur des modulations de phase, finalement, on a en détection un système cohérent où on fait un système de récupération de la phase, justement, avec un battement hétérodyne et des ASI qui omettent des codes correcteurs d'erreur dans notre signal télécom, qui permet d'optimiser le taux de réception et d'obtenir des bits erreurs plutôt satisfaisants, qui n'est pas possible forcément en quantique où chaque photon est important. Donc effectivement, tout ce qui va être photonique intégré a aussi du sens à l'émission, mais également forcément à la détection, pour tout ce qui est démodulation du signal et récupération de la phase de nos signaux. Je passe au transparent 9, David, sur une deuxième application qui est plutôt donc la correction de la turbulence. Donc là, plutôt sur le lien descendant, je vais expliquer pourquoi. Sous propagation espace libre d'un faisceau gaussien, le front d'onde il va être sphérique. Et donc là, on est sur à la réception, après des centaines de kilomètres, sur un télescope d'un diamètre de quelques dizaines de centimètres, on peut considérer le front d'onde comme plat finalement. Et donc, on n'a pas de souci on n'a pas de dispersion du front d'onde, de dégradation de la WFE. C'est facile à injecter dans une fibre optique, il n'y a pas de jitter, rien du tout. Tout se passe bien. Sur un lien montant, finalement, la perturbation, elle va être très proche du départ du signal. C'est le schéma que je vous ai mis en bas à droite. On distord très tôt, et après, le signal il va se propager. Mais finalement, sur un télescope, encore une fois, de 30, 50 cm de diamètre, on peut considérer que localement, le front d'onde il reste plat. Donc finalement, on n'a pas forcément trop de soucis pour injecter le près dans une fibre optique. Le problème qu'on va avoir, par contre, c'est que la turbulence à l'émission, elle peut nous dévier le faisceau au démarrage, ça s'appelle du beam wandering. Et donc, le faisceau, dans le temps, l'axe de pointage, il va dériver. Donc, on va quand même devoir essayer de le corriger plus tard. Mode de détection, c'est pas forcément un gros problème. On est sur un front d'onde plan. Si je passe au transparent 10, quand on est en mode plutôt détection, la turbulence, elle va arriver à la fin de la propagation, juste avant détection. Et donc, finalement, j'ai mis le petit point rouge au début. On va se retrouver avec un faisceau qui arrive au niveau du détecteur qui va être très perturbé en termes de front d'onde. La projection d'onde plane, elle est plus valable du tout. Et la pupille d'entrée, finalement, elle va varier en intensité et en fréquence dans le plan. Et ça va dépendre des vents, des nuages, de l'atmosphère. Et donc, on se retrouve avec un faisceau avec finalement beaucoup de speckles. Et plus on est proche de l'horizon, plus on traverse l'atmosphère, plus la déformation est importante, aussi bien en intensité qu'en phase. Et ça devient nécessaire, c'est toujours nécessaire de corriger le front d'onde. Et donc là, si on passe au transparent 11, classiquement, pour corriger un front d'onde, typiquement en astronomie, on utilise un miroir déformable. Donc, le standard, c'est un miroir déformable fait chez Alpha ou chez Silas, peu importe, en France, je donne sur site 2 par exemple, couplé forcément à un senseur de front d'onde, parce qu'il y a forcément besoin de savoir à quel point le front d'onde est déformé avant de pouvoir le corriger. Donc, le miroir déformable en soi, c'est un miroir avec en dessous des actionneurs, autour de quelques dizaines, c'est l'ordre de grandeur, qu'on peut activer pour déformer le miroir et corriger
la phase localement. Et donc ça, on couple avec un laser de front d'onde, typiquement sur la base d'achat Hartmann. Hein. Donc c'est un réseau de micro-lentilles sans détecteur. Et puis quand le front d'onde est perturbé, la focalisation sur le micro-lentille va se décaler en XY. Et en mesurant ce décalage en XY de détecteur, on peut remonter à une déformation du front d'onde. Et avec ça, on peut piloter finalement un miroir déformable. Donc là, ça marche plutôt bien. Après, ça a quelques contraintes, c'est qu'on passe sur des turbulences plus importantes, typiquement sur un horizon plus bas, avec plus d'atmosphère. On n'a plus assez de course et donc ça devient un peu compliqué de corriger. Donc transparent 12, on arrive après sur un nouveau système qui est développé par une entreprise qui s'appelle Kylabs, une PME bretonne. C'est un produit très innovant qui est un modulateur modal, c'est-à-dire qu'on peut, si on rentre sur l'image de droite un champ optique donc complexe, perturbé, on peut le décomposer sur une base modale et envoyer chaque mode dans une fibre monomode donnée. Donc typiquement, on décompose sur des bases type Laguerre-Gauss ou Hermite-Gauss. Donc, je vous ai mis des modes Hermite-Gauss en bas à gauche. Hein, c'est une base orthogonale, un peu pour l'équivalent d'une base de Zernike pour les opticiens. Et donc finalement, on décompose le champ optique sur cette base-là et on injecte chacun de ces modes de cette base dans une fibre optique monomode. Et donc on se rend compte qu'en sortie, finalement, on a récupéré finalement toute l'intensité dispatchée dans les différents modes. Et par contre, l'intensité de chaque mode de sortie va dépendre de la turbulence. Donc on a bien toute l'information, mais qui est distribuée sur différentes fibres optiques. L'idée ensuite, c'est de recombiner ces différentes fibres pour tout ramener finalement sur un seul mode gaussien pour réussir à corriger la turbulence. Et donc là, si je passe au transparent suivant, le 13, l'idée c'est d'utiliser un circuit photonique pour recombiner N modes en un seul. Donc là, je vous ai mis à droite une présentation de chez Kylabs, de David Aliou. Typiquement, on est sur 8 modes à peu près. Et donc, avec un jeu de coupleurs type interfmod de Max Zehnder, qu'on peut après comment piloter, on essaye de recombiner nos 8 canaux vers un seul. Donc, c'est un jeu de coupleurs 2 vers 2 Max Zehnder qu'on pilote avec un système de déphasage. Et le but, c'est de forcer le signal à aller vers la voie de sortie qui nous intéresse. Et pour ça, en fait, on monitore les voies de sortie des coupleurs 2 vers 2 qui ne nous intéressent pas, ces signaux d'erreur. On utilise ces signaux-là comme des signaux d'erreur pour piloter les différents déphaseurs. Donc, on voit que par rapport à la version précédente plus classique d'un miroir déformable, il y a 2 choses à noter. D'une part, on ne corrige pas sur une base cartésienne XY comme un miroir déformable, comme pupille, mais par contre, on va corriger directement sur une base modale. C'est un petit peu différent. Et d'autre part, il n'y a pas besoin de cette sorte de front d'onde, finalement, parce qu'on corrige sur des signaux d'erreur qui sont intégrés dans le circuit photonique. Et donc, ces produits-là, après, autant le composant type Kylabs MPSC, aujourd'hui, il est existant, autant le PIC, on a travaillé dessus avec Kylabs sur le transparent 14 pour essayer de définir le besoin, essayer d'en fabriquer. Donc le nombre d'entrées, ça correspond grosso modo au nombre de sorties du composant MPLC, c'est autour de la dizaine aujourd'hui, peut-être à terme un peu plus, aujourd'hui sur la dizaine de voies de sortie. Forcément, plus le MPLC aura de modes en sortie, plus on récupère toute l'énergie, et donc meilleur on est en sortie en signal à brouillard. On a donc besoin de déphaser chaque étage pour optimiser, pour envoyer le signal vers la sortie. Donc, il faut avoir une amplitude de déphasage assez importante, autour de quelques pi, une fréquence de contrôle qui permet de corriger la turbulence, donc c'est autour, grosso modo, du kilohertz qu'il faut pouvoir corriger. Il faut un algorithme temps réel de contrôle. Forcément, il y a plusieurs architectures possibles pour agencer les interférométres de Max Zehnder. Voilà. Et donc ça, c'est des produits, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de les faire. Il y a plusieurs technologies, en tout cas, au niveau des pics, des circuits photoniques intégrés pour le faire.
La première grande famille, c'est tout ce qui va être circuit sur base de silicium, typiquement du SIN, où on a plutôt sur un grand nombre de voies. Des fonderies, finalement, c'est assez à la mode, donc c'est relativement accessible. Sur des projets partagés, ça se fait relativement bien. L'Ioniq, on peut en faire au Saletti ou ailleurs. Il y a plusieurs solutions possibles. Un des points durs pour nous, c'est que les déphaseurs aujourd'hui, ces technos-là, c'est des déphaseurs qui sont thermiques. C'est-à-dire que c'est une résistance qui est implantée. On met une tension de contrôle, ça échauffe localement et ça crée un déphasage au niveau, un déphasage du chemin optique. Donc, on modifie et on peut, de cette façon-là, injecter la lumière dans le bras qui t'intéresse en sortie. Ces déphaseurs thermiques, le problème, quelque part, c'est que c'est une fréquence de réaction qui est un petit peu limite par rapport à notre besoin. Autour de la centaine, quelques centaines de hertz, et on est un peu court par rapport à la consommation de turbulence. Par contre, un point qui est intéressant, c'est que les guides d'onde, finalement, ils sont assez efficaces. Donc, on peut être pas mal d'interféromètres en série. C'est-à-dire qu'on peut imaginer à terme facilement monter sur un plus grand nombre de voies. Il n'y a pas de contrainte au niveau de la taille du wafer ou des guides d'onde. À l'opposé un peu du spectre télécom, notre spectre du pic en silicium peut faire des pics en lipate de lithium. Donc c'est typiquement ce que disait pour les modélisateurs de phase, hein, c'est un produit un peu exotique. On est sur des petits wafers, d'un coup on va être plus limité en termes de nombre de modulateurs ou de montée en nombre de voies. On est sur un rayon de courbure des guides d'onde qui est limité, donc c'est assez compliqué à implémenter. Il faut vite beaucoup de surface dans le pic. En revanche, on a une vitesse de réaction, de fréquence de réaction qui est largement supérieure aux besoins. On est sur des mégas, des gigahertz, ça n'a pas de limite par rapport à ça. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Par contre, on a peu de fonderies qui peuvent faire ce type de produit. Donc typiquement, là, on a une thèse en cours avec l'ONERA sur ce sujet-là, et avec l'IPAG aussi à Grenoble pour essayer de travailler sur ce type de circuit photonique intégré. Alors typiquement, sur les fonderies en SCN, on travaille avec Alax, on a fait une RLT avec eux justement pour développer ce type de circuits photoniques qui aujourd'hui sont existants, hein. Ils sont commerciaux, ils ont des limites, mais des produits qui commencent à exister. Donc ça, c'est des choses qui sont assez novatrices, hein, qui arrivent sur le marché assez récemment et qui ont vraiment pas mal d'intérêt, hein. Le fait d'intégrer, notamment de ne pas avoir de sorte de front d'onde, c'est intéressant. Les points limitants, ça va notamment être dans les pertes d'insertion, dans les vitesses de déphasage. Donc, par rapport aux applications visées, ça peut amener certains problèmes. Voilà. En conclusion perspective, hein, je notais que la photonique, elle est déjà présente, elle arrive de plus en plus dans les applications spatiales, notamment la photonique intégrée, sur ce intégré. Pour l'instant, on envisage plutôt tout ce qui est photonique intégrée sur les parties plutôt sol des systèmes spatiaux. Mais forcément, à bord, ça arrivera un jour, mais on n'y est pas encore. Pour tout ce qui est bord, j'aurais pu vous parler de RF sur photonique qui arrivera probablement un jour, hein, tout ce qui est conversion de fréquences directement sur voie optique. Des maquettes sont disponibles, hein, sur des financements ESA, ARTES, même en interne national. Voilà. L'objectif est quand même de remplacer des fonctions existantes, électronique et RF, par des fonctions directement en optique. Voilà, les circuits photoniques intégrés, c'est une solution qui arrive, hein, c'est de plus en plus en place, va être gagné en compacité, souvent en performance, et de nous profiter de choses existantes, hein, des produits commerciaux qui existent qu'on peut essayer d'optimiser pour nos besoins. Effectivement, tout ce qui est modulateur, démodulateur cohérent, ce sont des choses qui sont existantes commercialement au niveau télécom optique, qu'on essaye le plus possible, nous, de réutiliser au moins au niveau du sol. Même si au niveau du bord, on voit que c'est plus compliqué, que ça demande des développements sur mesure et qui vont être assez onéreux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé pour cette interruption au milieu. Merci Mathieu. Donc nous avons une ou deux questions. Donc si David, tu peux les partager, s'il te plaît. Attends, je vais prendre sur mon téléphone pour voir la question. Alors je peux la lire, hein. Si un entrée d'un Mach Zehnder 2x2, les modes n'ont pas la même amplitude, n'a-t-on pas des pertes en sortie du Mach Zehnder? Si, forcément on a des pertes. Il y a des solutions pour récupérer, pour corriger phase amplitude, ça demande d'avoir une plus grande chaîne de Mach Zehnder. Et ben là, c'est un montage, effectivement, on fait juste du regroupement avec une cascade simple. Si on met plus de modulateurs en série, avec une plus grande cascade, il est possible de compenser cet écart d'intensité en entrée. Ça dépend de l'architecture qui est retenue.
Mais sur le schéma proposé, effectivement, il y a un problème par rapport à ça, oui. D'accord, merci. J'ai une deuxième question de Amandine Deblout. À quel horizon pensez-vous que les PIX remplaceront les composants discrets et systèmes à base de fibre optique? Alors sur les applications sol, on va dire, on espère, hein, dans quelques années, typiquement sur les systèmes qu'on développe dans le cadre du plan de relance sur application sol, je pense qu'on aura quand même des pics au sol, ce sera plus simple pour nous. À bord, c'est plus dur à prédire. Je ne sais pas vous répondre. À mon avis, c'est plutôt 5-10 ans que 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est quel développement en intégration, c'est complexe par rapport notamment à tout ce qui est tenu en environnement, à la fois radiatif, mécanique et thermique. C'est compliqué. Et comme c'est des produits très onéreux, c'est pas toujours simple de faire des développements sur mesure. Merci. Et une dernière question de Hervé Floch, qui est donc le directeur général du pôle Alpha RLH. La solution de K-Labs pour le pilotage de la qualité du front d'onde en propagation atmosphérique permet-elle de corriger les effets induits, entre parenthèses turbulences, par le thermal blooming, et si oui, sur quelle distance? Là, je ne maîtrise pas assez le côté système et je vais dire des bêtises. Je peux D'accord. transmettre la question à des gens qui maîtrisent mieux que moi le sujet de propagation d'espace libre et correction. Moi, j'ai plus travaillé sur la partie, effectivement, sur le PIC avec Kylab, c'est sur leur module MPLC. Mais sur le côté système, il y a des gens chez nous qui travaillent dessus beaucoup en propagation espace libre. Mais c'est pas moi. Et donc, je vais vous dire des bêtises. Je préfère ne pas le faire. D'accord. Je suis Merci désolé. beaucoup. Déjà, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est Ouais, parfait, vous m'entendez Benjamin. correctement. C'est parfait. Impeccable. Bon, bah, super. Donc, ouais, je vais essayer de vous présenter un petit peu pourquoi on aurait envie de mettre des technologies quantiques dans l'espace, parce qu'on voit que c'est déjà assez compliqué de mettre des technologies classiques de communication dans l'espace. Mais en réalité, on va voir que bah, il y a beaucoup de similitudes en fait. Et ce que je vais dire, va faire beaucoup écho aussi à ce que Mathieu a un peu évoqué sur on va dire, les problématiques techniques à respecter pour ce qui concerne les télécommunications optiques classiques. Puisqu'en réalité, on est sur le même type de projet technique, si vous voulez, puisque l'idée, c'est toujours de transmettre un faisceau de photons depuis l'espace. Alors, la différence avec la quantique, c'est que nous, on va utiliser des faisceaux qui nécessitent, on va dire, qui contiennent beaucoup moins d'informations. On va dire beaucoup moins de photons. Donc, pour vous expliquer un peu qui je suis, donc je suis Benjamin, je travaille chez Auréa Technologies et je suis responsable de la business unit spatiale, en particulier responsable de tout ce qui est relatif aux technologies quantiques, donc tout ce qu'on va pouvoir envoyer dans l'espace qui est relatif aux quantiques. Et donc, je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer tout ça. Alors, un petit mot quand même peut-être sur Auréa Technologies. Donc, Auréa Technologies, nous sommes une entreprise française, 100% française. Donc, ce qui veut dire que Auréa Technologies est aussi une entreprise qui est éligible au projet, on va dire au programme EuroQCI qui va être lancé, donc qui est en train d'être lancé par l'Europe pour toute l'infrastructure quantique, donc qui sera divisé, j'y reviendrai un peu après, mais en deux parties, qui est une partie au sol et une partie dans le spatial notamment. Et donc nous, on intervient déjà directement avec des clients sur ce volet-là, mais on a également des projets de partenariat, donc là-dessus, on est parfaitement éligible. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Auréa Technologies? Eh bien, en réalité, on est une entreprise qui est parfaitement photonique puisqu'on développe ce qu'on appelle des building blocks, c'est-à-dire tous les briques essentielles qui permettent de développer des systèmes de communication quantique. Donc, en particulier, on développe des sources de photons intriquées, des compteurs de photons et de l'électronique de corrélation temporelle qui est nécessaire aussi pour fabriquer ces systèmes. Mais notre but chez Auréa Technologies, que ce soit clair, c'est que nous ne fabriquons pas ces systèmes à proprement parler, nous sommes support de nos clients qui eux-mêmes fabriquent des systèmes. Puisque l'intérêt de nos briques technologiques, c'est qu'elles sont complètement indépendantes en termes de protocole. Donc, on peut mettre à peu près n'importe quel protocole quantique par-dessus, ça ne pose pas de souci. Hormis, évidemment, des protocoles qui n'impliquent pas des compteurs de photons proche infrarouge ou des sources de photons intriquées, parce qu'il y en a toute une flopée de protocoles possibles. En revanche, pour tout ce qui est système, notamment de systèmes intriqués, là-dessus, nous, on aide aujourd'hui nos clients à développer leur propre système, aussi sur les systèmes DV. Donc aujourd'hui, Auréa Technologies, si vous voulez, c'est une entreprise avec une vision qui est plutôt une vision internationale, puisqu'on travaille avec plus de 300 clients qui sont répartis autant en France qu'en Asie qu'aux États-Unis. Donc on a, on va dire, beaucoup de clients, on va dire, on avait historiquement beaucoup de clients académiques, mais on observe quand même une balance en ce moment vers l'industriel. Et on arrive en fait à supporter cette bascule, notamment grâce à notre équipe R&D, qui est donc assez complète et notamment composée de PhD en technologie optique quantique et en particulier en communication quantique. Ce qui fait qu'on est capable d'une part de faire du support après-vente, évidemment, mais aussi du support technique d'intégration, puisque les briques que je vais vous présenter après, elles sont intégrées dans des systèmes de communication quantique.
et aussi du support scientifique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui dans la quantique sans vraiment savoir où ils vont, ils sont un petit peu perdus, ce qui est normal, parce que c'est quand même un domaine nouveau et un peu compliqué. Et là-dessus, nous, on essaie aussi d'apporter notre support sur cet aspect-là. Donc évidemment, tout ça, ça fait appel à des technologies photoniques classiques. On a évidemment l'innovation fait partie du cœur de la société. Et donc notamment, on a notamment reçu quelques prix. On a été nominé aussi parmi les finalistes du Prism Award en 2020 et 2021. Et c'est un des signes qui montre que vraiment, nous, on investit chez la technologie beaucoup dans, on va dire, l'innovation, parce que c'est évidemment en quantique, c'est primordial. Donc un petit mot, du coup, voici un petit peu les 3 briques technologiques qui font le cœur. Donc toutes ces technologies-là utilisent évidemment des technologies photoniques, que ce soit des cristaux non linéaires, des lasers, des filtres, des diodes, des photodiodes à avalanche. Donc tout ça, c'est des technologies qui permettent de faire de l'émission de photons, de la détection de photons. Et donc après, dans les systèmes, nous, on utilise aussi d'autres petits modules optiques qui permettent de faire de la manipulation de photons. Et donc, c'est ces petits modules de décodage ou d'encodage qui permettent en fait de mettre en place les protocoles de ce qu'on appelle de QKD. Donc, plus précisément, nous aujourd'hui, on a 3 gammes de produits principales, une gamme de sources de photons intriquées, une gamme de compteurs de photons et une gamme d'électronique temporelle. Donc, ces 3 en fait constituent un ensemble cohérent de solutions puisque c'est ces 3 briques qui vont être utilisées dans les systèmes QKD. Et notamment aujourd'hui, il y a un intérêt pour l'espace, puisque je vais vous présenter un petit peu après, mais il y a des limitations sur le sol, des limitations qui sont technologiques, et l'espace est peut-être une solution pour permettre de déployer des réseaux à grande échelle. Mais tout ça, évidemment, ça nécessite un grand développement, et nous, on est impliqués chez Auréa sur ce genre de technologie. Alors, pour vous donner un mot juste sur la structure, c'est qu'aujourd'hui, on est développé sur l'Europe, en tout cas, on est développé en 3, ce qu'on appelle, on va dire, 3 compétences. Donc avec une business unit qui gère plutôt les projets, donc avec Lola qui nous a rejoint récemment, Zoïb qui est donc notre responsable des ventes sur la partie Europe, et donc moi qui aujourd'hui suis responsable des développements des projets spatiaux sur la partie Europe également. Donc on a vraiment structuré la boîte en différents guichets qui nous permettront d'accueillir en fait les différents projets, puisqu'évidemment sur des programmes type EuroQC ou même des programmes de déploiement nationaux, d'infrastructures nationales, on peut intervenir autant sur la vente que sur la partie projet ou même sur la partie plutôt spatiale si jamais il y a des projets qui se développent un peu plus sur les technologies quantiques, notamment en France, mais également ailleurs. Donc, juste un petit rappel, parce que évidemment, je ne vais pas balayer tous les protocoles de communication quantique. Il y en a plein. Il y en a des qui sont plus ou moins compliqués. Mais je vais aborder surtout le thème des protocoles qui utilisent l'intrication. Et donc, vu que ce terme, je vais l'utiliser beaucoup, je vais juste vous faire quelques rappels pour les gens qui ne sont pas du tout familiers du domaine. Donc aujourd'hui, nous, en communication quantique, il y a 2 grands principes qu'on utilise chez Auréa Technologies. C'est le principe de superposition quantique, qui en fait veut simplement dire qu'une particule de lumière, donc le photon, tant qu'elle n'est pas mesurée, elle est dans un état en fait intermédiaire, qui est donc dans une superposition d'états. Et en fait, c'est cette propriété-là qui nous permet notamment de détecter si quelqu'un est en train d'observer, puisqu'il y a les grands principes de la quantique disent que si jamais vous observez une particule dans un état superposé, en fait, ça va venir figer son état. Et venir figer son état, ça veut dire qu'au bout de la ligne, vous allez avoir des erreurs qui vont être introduites, et ces erreurs, vous pouvez les détecter, et in fine, avec du post-traitement, vous pouvez savoir si quelqu'un est en train d'observer le message que vous envoyez. Donc ça vous permet de savoir si quelqu'un est en train de regarder votre petit secret, ou en tout cas la transmission de votre clé. Chose importante, on ne transmet pas d'informations, on transmet les clés qui permettent de sécuriser l'information. On n'est pas sur du débit, on ne va pas pouvoir transmettre des séries Netflix avec de la technologie quantique, ça ne va pas être possible. En revanche, vous pourrez sécuriser vos données grâce notamment à des clés quantiques. Il y a déjà des projets qui sont lancés, des choses qui sont possibles. Ensuite, sur l'intrication, donc ça c'est un terme que j'utilise assez souvent. Donc l'intrication, ça consiste simplement à dire qu'il y a 2 photons font partie d'un seul et même système quantique. Et donc ce principe, ça veut dire que si un photon est modifié, l'autre est modifié de façon différente en fonction du type d'intrication, mais est modifié. Ce qui veut dire que quelle que soit la distance qui sépare ces 2 photons, vous pouvez transmettre quasi instantanément un message. La seule difficulté étant évidemment de transmettre votre photon 1 vers le point A et votre photon 2 vers le point B. Mais une fois que ces photons sont, on va dire, détectés, vous pouvez en fait transmettre un message sur des distances qui sont pour le moment infinies. Alors évidemment, la physique évolue, mais pour le moment, on estime que la distance qui sépare les 2 photons intriqués peut être infinie et le système restera le même. Alors, pourquoi envoyer déjà des choses dans l'espace? Alors, faisons déjà un point sur ce qui est fait au sol.
Donc au sol, on a des technologies qui sont relativement matures, puisque vous voyez, donc nous aujourd'hui, on vend des sources de photons intriquées, on vend des compteurs de photons, tout est disponible sur étagère. Si vous voulez les acheter, il n'y a aucun souci, vous venez nous voir et on vous fournira tous les outils qui vous permettent. Donc aujourd'hui, on va dire sur les technologies critiques photoniques, on a des sources de photons, on a des détecteurs de photons, on a des modules d'encodage et de décodage. Donc c'est des choses, en réalité, c'est des choses qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver en télécom. Donc c'est des choses, on utilise en fait des modules classiques de codage, décodage en télécom, surtout sur les, on va dire, les transmissions longue distance dans les fibres. Alors je précise que nous aujourd'hui, on parle de 1550, je ne parle pas des longueurs d'onde, on va dire dans le visible ou à 810 nanomètres. Je parle de transmission à 1550 nanomètres, donc en longueur d'onde télécom. Donc évidemment, la maturité des produits à ces longueurs d'onde-là est assez bonne. Donc ça permet de déployer, a priori, on pourrait déployer des réseaux assez facilement à ces longueurs d'onde-là. Alors par contre, là, je mets un bémol sur, il y a deux limites aujourd'hui. La première limite, elle est sur la détection, en réalité, puisque évidemment, transmettre un signal sur les fibres, ça implique qu'il y ait une atténuation le long de la fibre. Donc forcément, vous n'allez pas détecter grand-chose, en sachant qu'on envoie déjà des photons, on n'envoie pas des signaux optiques, on envoie des photons. Et donc ça veut dire que sur de longues distances, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc là-dessus, en fait, il faudrait idéalement un détecteur qui soit excessivement efficace, en tout cas dans le proche infrarouge, qui soit très efficace, avec une réponse temporelle très bonne, avec un bruit très faible. Aujourd'hui, un des détecteurs qui permettent de faire ça, c'est des détecteurs cryogéniques. Mais évidemment, ces détecteurs sont très chers, ils sont très volumineux, très complexes à mettre en œuvre. Donc on imagine mal que ce soit aujourd'hui déployé à grande échelle, on va dire sur une infrastructure telle que l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les détecteurs de photons, on va dire NIR ou les SPAD, ils sont, on va dire, une des solutions qui est privilégiée, en tout cas sur des systèmes qui sont relativement courte distance. Par contre, on a vraiment, ce qui serait idéal, en fait, ce serait un détecteur qui serait entre les deux, c'est-à-dire un détecteur ayant les performances des cryos, mais avec des capacités de l'ordre de ce qu'on peut trouver sur du compteur de photons en SPAD. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas trop faire. Donc, c'est pour ça que le TRL est relativement bas pour cette techno. Par contre, c'est vrai que pour le comptage de photons proche infrarouge, ça, c'est très disponible, c'est mature, on connaît. Et donc, il n'y a pas de souci pour le déployer. Alors par contre, les systèmes au sol, ils ont un problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas répéter les signaux quantiques. C'est-à-dire qu'on peut les transmettre, mais on va les transmettre d'une seule fois, d'une seule traite. Ce qui veut dire que sur de longues distances, on va très vite perdre du signal. Donc là, j'ai mis quelques kilomètres, mais en réalité, les gros corps, on peut faire 100, on va dire 100, 200 kilomètres grand maximum. Après, on a des gros problèmes qui font qu'on ne peut plus vraiment transmettre de signal. Et donc, on va dire une des briques techno qui permettrait de pallier à ce problème, ce serait de faire des répéteurs quantiques, sauf qu'aujourd'hui, c'est des technologies qui ne sont juste pas disponibles. Il y a des travaux qui sont menés en labo. Il y a beaucoup de choses, on va dire, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution industrielle à court terme qui nous permettrait de, on va dire, pallier au problème de la quantique au sol. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une autre solution qui a été amenée, c'est pourquoi ne pas transmettre les photons depuis l'espace. Parce qu'évidemment, si vous utilisez l'intrication, quelle que soit la distance qui sépare vos deux stations, vous arriverez à transmettre votre message. Par contre, ça nécessite d'avoir votre source dans l'espace. Et donc là, il y a plusieurs, on va dire, en l'occurrence, il y a plusieurs protocoles qui sont possibles. Pour ce qui concerne l'intrication, l'idée, ce serait de mettre un satellite avec une source de photons qui enverrait deux photons sur une base A et une base B. La base A et la base B pouvant être séparées de plusieurs milliers de kilomètres. Donc les Chinois en ont fait une preuve de concept en 2017 via la mission Missus. Alors cette mission a été un peu à l'origine de toute l'émulation qu'il y a eu autour du quantique, parce qu'on a montré que justement c'était possible. Alors évidemment, les débits étaient ridicules et on n'était pas sur des choses qui étaient vraiment exploitables. En revanche, ils ont réussi à montrer que c'était faisable. Et donc là-dessus, il y a des développements qui se sont lancés. L'Europe s'est lancée là-dedans. Et donc sur l'architecture, on est sur quelque chose d'assez similaire. La différence, c'est que la source de photons est dans l'espace, en orbite. Et alors là, la maturité est plutôt plus basse. On est bien plus basse que sur des technologies au sol, puisque évidemment, on retrouve un peu les mêmes building blocks, c'est-à-dire on retrouve des sources de photons intriquées, on retrouve des compteurs de photons, on retrouve des modules d'encodage et des modules au sol, sauf des modules de décodage, sauf qu'évidemment, sauf que là, il faut les envoyer dans l'espace. Et donc, il y en a une partie qui va être dans l'espace, une partie qui va être au sol. Selon les protocoles, on aura plus ou moins d'optique dans l'espace, plus ou moins d'optique au sol. Nous, aujourd'hui, chez Auréa, on préfère les solutions qui nécessitent moins d'optique dans l'espace et on va dire basculer la difficulté sur le sol. Mais évidemment, tout ça, c'est encore l'objet de vastes débats. Il n'y a pas vraiment de consensus sur les architectures qui vont être retenues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez déployer ce type de protocole, vous allez être obligé à un moment ou à un autre d'envoyer une source de photons dans l'espace. Et ça, pour l'instant, c'est encore en cours de développement. Donc, sur des TRL relativement bas. Encore une fois, on a... ouais, je vois la... Okay. Et encore une fois, donc les compteurs de photons sont un peu le technical bottleneck de tous ces systèmes, puisque
pour le coup, on est sur des atténuations qui sont gigantesques, de l'ordre de 60, 65 dB, 70 dB au total, selon les scénarios envisagés. Donc ça nécessite d'avoir des débits monstrueux dans l'espace, et puis au sol, d'avoir des compteurs de photons qui sont capables de suivre autant en efficacité qu'en bruit. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire. Les cryos paraissent être une solution dans le prochain infrarouge, mais encore une fois, ils sont chers, ils sont difficiles à mettre en œuvre. Dans le visible, il paraît y avoir aussi d'autres solutions. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le débat est ouvert sur ce qui peut être fait ou pas. Mais en tout cas, côté Auréa Technologies, nous, on essaie de travailler sur les deux aspects, autant sur la partie détection que sur la partie source. Et en particulier sur la partie source, aujourd'hui, on a donc été sollicité par l'ESA, et donc en collaboration avec le CNES et l'aide d'ADS, aujourd'hui, on travaille sur une source à photons qui serait potentiellement une solution pour permettre de déployer ces réseaux de QKD, notamment depuis l'espace. Et donc, dans le cadre de ce contrat, nous, on a fait appel à notre expertise en génération de photons intriqués, donc encore une fois, composants complètement photoniques, et nous dire comment on peut faire pour générer des débits de l'ordre de 1 gigapaire par photon ou plus. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est gigantesque. Pour du comptage de photons, c'est énorme, 1 gigapaire par seconde. En général, nous, on travaille sur des systèmes classiques au sol pour un ordre de grandeur qui nécessite 100 kg photons, 200 kg photons, on va rarement au-dessus. On peut tirer avec les systèmes un peu plus haut, mais très rapidement, on va être limité en fait par le débit des compteurs. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la détection, c'est un vrai sujet, et il y a encore plein de débats autour de ça. En tout cas, sur le cadre de ce projet-là, nous, aujourd'hui, les résultats nous montrent que sur le taux de génération, on est sur des ordres de grandeur qui sont 10 à 15 fois plus élevés que ce qu'on nous a demandé. Donc sur le taux de génération, on est aujourd'hui à 10 gigas, 15 gigapaires. Encore une fois, aucun compteur de photons n'est capable de suivre le débit de notre source aujourd'hui, avec donc des visibilités, donc des qualités d'intrication, donc facteurs de qualité d'intrication excellents. Donc là-dessus, on sait qu'a priori, on pourra l'envoyer. Les architectures sont plutôt simples, donc on arriverait a priori à envoyer ça dans l'espace. Alors après, ça nécessite évidemment des développements. Sur les transmissions de clés, on nous avait demandé de faire une dizaine de bits par seconde sur des scénarios Léo, donc plutôt basse altitude. Et donc là, on les atteint aussi a priori, on sera une quinzaine, vingtaine de bits, voire même une trentaine selon les cas de figure. Donc on sait qu'a priori, c'est possible. Donc maintenant, il faudra aller un peu plus loin dans ce projet, voir comment on pourrait mettre ça en place. Il y a des stratégies comme par exemple le multiplexage qui peuvent être une réponse aussi pour augmenter les débits ou en tout cas multiplier les clients au sol, puisqu'évidemment, si vous avez 2 channels, vous avez 2 clients. Mais si vous commencez à diviser les bandes spectrales, là, vous pouvez attribuer différents channels et vous faire un réseau reconfigurable avec donc différents clients qui, à partir d'une même source, pourraient donc communiquer entre eux. Donc on est en train d'explorer un peu cette voie-là pour voir dans quelle mesure ce serait applicable. Et donc évidemment, on verra un petit peu comment ça évolue. Encore une fois, il y a beaucoup de débats autour des technologies qui peuvent être mises dans l'espace, comment on pourrait les mettre en place, mais il y a encore aussi beaucoup de sujets sur le sol. Alors globalement, cette stratégie spatiale, elle s'inscrit dans le cadre d'EuroQCI, puisque comme je vous l'ai expliqué, EuroQCI est déployé en 2 parties, une partie qui est une partie au sol et une partie qui est donc une partie dans l'espace. Donc en fait, l'espace fait partie intégrante du déploiement d'EuroQCI, donc de l'infrastructure quantique européenne. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, puisqu'on parle de technologies qui sont très peu mature. Finalement, la quantique, ça se déploie un petit peu, mais c'est encore peu mature. Il n'y a pas vraiment de système au sol qui sont éprouvés. Il y a plusieurs architectures possibles. Il y a plusieurs essais, proof of concept qui ont été faits. Mais EuroQCI a pris le pari de se dire, OK, on va développer les 2 segments en même temps. Donc en réalité, la quantique aujourd'hui, pour la quantique et notamment la communication quantique, en fait, on est en train d'essuyer les plâtres aussi pour les technologies de communication optique classique, puisqu'on retrouve en fait les mêmes problèmes de turbulence, les mêmes problèmes de multiplexage, les mêmes problèmes de correction de front d'onde. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui sont très similaires aux 2 domaines. Donc en réalité, il y a beaucoup de similitudes entre un faisceau quantique et un faisceau classique. Il y a énormément de similitudes sur la façon de les transmettre. C'est après la gestion de l'information qui est différente, mais par contre, en termes de transmission, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre les deux. Donc aujourd'hui, chez Auréa Technologies, on va dire, déployé plusieurs possibilités, on va dire, et plusieurs segments qu'on pourrait développer, autant sur la partie source, donc ça c'est une liste non exhaustive, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la partie source, détection, il y a des sujets dans tous les sens. On pense qu'on peut apporter une expertise particulière pour le déploiement de ces réseaux, et aujourd'hui, c'est sûr que sur EuroQCI, chez nous, on est capable d'intervenir autant sur le sol que sur la partie spatiale, et là-dessus, si des gens sont intéressés pour collaborer avec nous, on est évidemment ouvert à la discussion. N'hésitez pas, dans tous les cas, à venir me voir ou à venir voir mes collègues, on sera ravis de discuter avec vous et de donner un point de vue. Alors pour répondre à la question d'Emmanuel, c'est vrai que sur la partie alpha RLH, on a donc
été très supporté sur la partie constitution de dossier, notamment la structuration de notre BU spatial, puisque évidemment, Route des Lasers dispose quand même d'un gros panel d'experts dans le domaine. Et leur aide a été très précieuse dans la compréhension de la logique de l'ESA, comment on s'interfaçait aussi par rapport aux projets spatiaux, parce que nous, venant, on va dire, des domaines très fondamentaux, on essayait de voir comment on pouvait amener ça dans des domaines spatiaux avec des contraintes très fortes, autant des contraintes de contrat que des contraintes techniques. Donc c'est vrai que là-dessus, le pôle Alpha Relâche nous avait beaucoup aidé par l'aide de ces experts qui nous avaient beaucoup, on va dire, qu'ils avaient été très disponibles au moment où on a constitué le dossier. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que là-dessus, on a été... Si aujourd'hui on est autant impliqué avec l'ESA, ADS, CNES, c'est entre autres grâce à l'apport du réseau Alpha RH. C'est vrai que là-dessus, j'en profite pour les remercier beaucoup, puisqu'évidemment, c'est grâce à eux qu'on est là. Donc là-dessus, pour moi, c'est à peu près tout. Je prendrai le temps de répondre aux questions, un petit peu s'il y en a. Eh bien, merci Benjamin. Donc, il y a une question. Est-ce que David, tu peux la partager à l'écran, que tout le monde puisse la lire, s'il te plaît? Voilà. Alors, donc la question de la synchronisation, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses qui sont capables de faire. Nous, on pense que la solution la plus simple, c'est de faire de la cloque différentielle, c'est-à-dire d'essayer de transmettre le signal cloque depuis le satellite, puisqu'évidemment, si vos stations sont séparées de plusieurs milliers de kilomètres, ça va être compliqué d'avoir des cloques qui sont très précises ou de synchroniser. Donc, une solution consisterait à utiliser une cloque différentielle, c'est-à-dire que vous ouvrirez des portes en même temps, et donc pour ça, ça voudrait dire qu'il faut transmettre le signal de cloque d'une façon ou d'une autre en parallèle du signal quantique. Donc après, ça c'est pareil. On n'a pas vraiment trouvé on n'a pas encore trouvé de solution vraiment sur comment transmettre ça. On a des discussions avec Airbus, avec le CNES qui ont émis quelques idées. En tout cas, voilà, ça c'est une piste parmi tant d'autres. Là-dessus, là-dessus, le sujet est ouvert. Merci Benjamin. Alors, je vais en profiter pour faire un petit rappel sur une initiative régionale Néo-Aquitaine qui a été lancée maintenant il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle le NACIDIS Center. Donc, le NACIDIS Center, c'est une initiative qui a été portée initialement par Philippe Bouillet de l'Institut d'optique et du laboratoire P2N, qui consiste à créer un centre de technologie quantique en région, donc sur principalement 3 volets technologiques: les capteurs quantiques d'un côté, la cryptographie post-quantique et la supply chain. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous rapprocher de nous et on vous mettra en relation avec les personnes en charge du NACIDIS. Voilà, donc merci Benjamin. Alexis de Kilia, donc Kilia qui a intégré très récemment le groupe X-Blue. Donc, et Alexis va nous parler d'horloge optique pour l'instrumentation spatiale. Et donc moi, ça m'a rappelé, quand j'ai vu la présentation de Alexis, ça m'a rappelé des souvenirs, parce qu'un de mes premiers emplois, voire même mon premier emploi après ma thèse, c'était de travailler exactement sur le sujet que va vous présenter Alexis, donc sur les lasers stabilisés en fréquence sur les raies de diodes moléculaires par absorption saturée. Donc Alexis, je te laisse la parole. J'espère qu'il y aura quand même quelque chose qui aura évolué depuis, mais merci. Ah oui, c'était fin des années 90, donc. Tout d'abord, j'aimerais remercier Alpha RH de nous avoir proposé et permis de vous faire cette présentation aujourd'hui. Alors, pour me présenter très rapidement, donc, je suis un étudiant en thèse de CIFRE, qui est une collaboration avec X-Blue et le CIRT, donc le laboratoire de l'Observatoire de Paris. Et mon sujet de thèse, c'est le développement d'une horloge atomique compacte. En fait, c'est un laser ultra stable, compact et transportable, et on essaye d'atteindre un niveau de technologie, donc TRL, de 4 ou 5. Alors, pour vous faire simplement le sommaire, on va commencer avec quelques exemples dans l'instrumentation spatiale. Je vais vous parler des exemples que je connais, donc qui sont principalement autour de la géodésie à cause de l'activité d'X-Blue. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails avec l'exemple de la mission LISA. La mission LISA, c'est un projet dans lequel s'inscrit ma thèse. On va voir plus tard comment. Afin de vous parler un peu plus en détail de ce qu'on fait avec les lasers stabilisés sur l'iode, je vais vous donner quelques généralités sur les horloges atomiques, plus particulièrement les horloges atomiques optiques. Et enfin, on va finir en rentrant dans le détail de la collaboration entre le CIRT et donc Kilia anciennement et maintenant X-Blue. Alors, l'instrumentation spatiale.
Le premier exemple que je vais vous donner, c'est de la géodésie lunaire. Donc l'idée, c'est en fait de faire des mesures de séisme à la surface de la Lune pour essayer de déterminer un peu, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les structures des astres de notre système solaire. Alors les séismes, en fait, on parle d'impact d'astéroïdes, à la surface de la Lune. Pour faire pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc les technologies qu'on va utiliser, en l'occurrence, ce sont des pendules, et on va mesurer le déplacement du pendule afin de déterminer l'amplitude du séisme. En l'occurrence, là, on va mesurer le déplacement du pendule à l'aide d'un laser, si j'ai bien compris, qu'on va envoyer sur le pendule et on va regarder la réflexion, et notamment le déplacement de la réflexion pour déterminer l'amplitude du mouvement. Donc, vous voyez rapidement sur le graphe qu'on a des performances qui sont bien en deçà de ce qui avait été fait précédemment. Et à noter que la mission Apollo avait de très très bonnes performances, alors que c'était il y a bientôt 60 ans. Un autre exemple, c'est cette fois-ci la géodésie terrestre. Donc, on va faire des mesures du potentiel gravitationnel à la fois pour mesurer, par exemple, des masses d'eau ou pour tout simplement mesurer les inhomogénéités du potentiel gravitationnel. Donc, je vous ai donné en exemple la mission GRICE, qui a repris un peu le fonctionnement de la mission GRACE Follow-on à une petite différence près. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 sondes en orbite autour de la Terre. Chacune des sondes est espacée d'environ 100 km. Et on a un faisceau laser qui fait un aller-retour entre les sondes, et en mesurant, grâce à ce faisceau laser, la variation de distance entre les 2 sondes, on arrive à revenir aux variations du potentiel gravitationnel. Le problème, c'est qu'on a effectivement des ajouts de bruit, notamment dus au frottement avec l'atmosphère, à la pression radiative solaire, etc. Et donc, afin de mesurer ce bruit, entre guillemets, on va utiliser un accéléromètre à bord de chaque sonde. Et donc, la nouveauté avec la mission GRICE, c'est que ce sont des interféromètres atomiques. Donc, j'ai pas besoin d'en rentrer dans les détails pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'optique et de photonique qui rentrent dans toutes ces missions et qui permettent d'avoir les performances qu'on souhaite atteindre. Si on se concentre un peu plus maintenant sur le dernier exemple qui va nous occuper, c'est la mission LISA. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mission LISA, c'est 3 sondes qui font un interféromètre géant dans l'espace et qui vont permettre de détecter des ondes gravitationnelles. Donc, ces 3 sondes, il y a 2,5 millions de kilomètres entre chacune des sondes. On est sur un point de Lagrange. Alors, à chaque fois, j'oublie le numéro, mais c'est celui qui est derrière la Terre par rapport à sa trajectoire. Et l'avantage de la mission LISA par rapport aux autres missions, c'est qu'on va pouvoir avoir des plages de fréquences pour les ondes gravitationnelles un peu plus larges. Notamment, on va aller de quelques fractions de millihertz à 1 Hertz, ce qui va d'une part nous permettre de détecter des nouveaux événements qu'on n'a pas pu détecter jusqu'à présent, et aussi de remonter à des événements qui se sont passés, si j'ose dire, quelques fractions de secondes après le Big Bang. En l'occurrence, 10 puissance moins 33, 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. Alors, pour les ondes gravitationnelles qui vont passer, en fait, à bord de chacune des sondes, on a plusieurs lasers. Parce qu'il va falloir envoyer le laser aux 2 autres sondes, et il va y avoir des allers-retours, etc. Et il faut aussi des références de fréquence, parce que vu qu'on a un interféromètre, si la fréquence elle change, évidemment, on va avoir des perturbations dans le signal. L'ordre de grandeur de la contraction de l'espace des ondes gravitationnelles qui vont passer dans l'interféromètre, c'est environ 10 puissance moins 21. Ça voudrait dire qu'il faudrait des stabilités des lasers utilisés en fréquence de 10 puissance moins 21. Si on regarde donc l'écart de fréquence sur la fréquence du laser. Actuellement, c'est impossible. Avec les meilleures horloges qu'on a, etc., que ce soit atomique ou non, parce qu'il y a d'autres types d'horloges qu'on va voir tout de suite, on ne peut pas atteindre ces performances. Donc, pour cette mission, il a été inventé le concept du time delay interférométrie, c'est-à-dire qu'on va retarder les interférences entre les ondes afin de pouvoir soustraire le bruit commun des lasers. Donc l'idée, c'est par exemple de faire des allers-retours entre les sondes, signal, etc. Là, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout mon domaine et j'aurais peur de dire des bêtises. Mais cette méthode, a priori, permet de rejeter le bruit des lasers d'un facteur 10 puissance 7. Donc on passe d'une stabilité de 10 puissance moins 21 à une stabilité de laser de 10 puissance moins 14. Donc la spécification pour la mission de LISA des sources laser, c'est un écart de fréquence sur la fréquence. Donc là, on parle de 1,5 de 10 puissance 13 taux moins 1,5, avec taux qui est le temps d'intégration. Si vous comprenez pas ce dont je parle avec ces temps d'intégration, etc., vous en faites pas, on va revenir sur cet outil un peu plus tard, qui est indispensable pour caractériser les horloges atomiques, qui est pas indispensable, mais très très utile.
ou alors un bruit, si on regarde en densité spectrale, un bruit de 30 Hz par racine de Hertz. La solution nominale pour la mission LISA actuellement pour la référence de fréquence, parce qu'en fait tous les lasers sont synchronisés ensemble à travers cette référence de fréquence, c'est ce qu'on appelle une cavité ultrastable. Donc c'est tout simplement une cavité Fabry-Pérot et on va loquer le laser sur un des modes de la cavité. La solution a été éprouvée pour le spatial, puisqu'elle a été, c'était en fait le laser qui permettait de faire la mesure entre les deux sondes par la mission Grace-Follow-on, que j'avais mentionné précédemment. Et c'est fourni par la NASA et ses différents partenaires, donc les Jet Lab, Propulsor E, etc. Vous les connaissez. Le problème, c'est que cette solution nominale ne sera pas livrée avant 2028 et donc c'est la responsabilité du CNES, ça, qu'il faut tester tous les bancs optiques, les principes des bancs optiques, il faut tester tous les instruments, il faut tester la charge utile. C'est ce qu'on appelle l'AIVT, c'est la responsabilité du CNES de charger tout ça. Il faut savoir que cette solution, donc c'est ce que vous voyez, c'est un article indépendant de la mission Grace-Follow-on, mais sur cette mission, on voit que la stabilité du laser, elle est de quelques 10-16, et que c'est largement ce qui est nécessaire pour la mission. Donc, une solution alternative pour pouvoir faire tous ces tests, etc., c'est d'utiliser des horloges atomiques et en particulier les lasers stabilisés sur diode, et c'est là où mon travail de thèse va intervenir et le rôle du CIRT, etc. Alors, on va passer au suivant. Donc, je vais vous décrire de manière très rapide les horloges atomiques et en particulier les horloges atomiques optiques. Donc, une horloge atomique, ça fonctionne comment? L'idée, c'est qu'on a un oscillateur. Dans notre cas, c'est un laser, mais avant, avec les horloges à césium, etc., on pouvait avoir des ondes radio. Et on va aller interroger à travers cet oscillateur qui génère donc un signal utile, une référence atomique. Il y a plein de façons d'aller interroger une référence atomique. Je ne vais pas vous faire la liste maintenant, mais on va en parler d'une un peu plus tard. Et en allant interroger cette référence atomique, avec de l'électronique d'asservissement évidemment, on va pouvoir corriger l'oscillateur pour que sa fréquence reste bien stable. Les performances du système seront déterminées en gros par deux choses. La première, c'est l'intensité des raies, si vous voulez, donc le rapport signal-bruit, c'est ce que vous voyez dans la formule sous lesquelles il y a la citation, là c'est le S sur N. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le facteur de qualité de la raie. Donc le facteur de qualité de la raie, c'est le Q, qui dépend de deux choses, qui dépend d'une part de la fréquence de la transition atomique et d'autre part de la largeur de raie. Donc plus la fréquence va être élevée, plus on va espérer atteindre des bonnes stabilités, et plus la raie sera fine. De nouveau, ça paraît assez logique, plus on va atteindre des bonnes stabilités. Donc je reviens sur ce que je disais sur les horloges atomiques optiques. Pourquoi optiques? C'est parce que le signal utile est un signal optique, c'est-à-dire qu'on est soit dans le proche infrarouge, soit dans le domaine des visibles. Et pour les longueurs d'onde, c'est donc entre quelques centaines de nanomètres et 1,5 micron. Et pour les fréquences, on est à quelques centaines de térahertz. Donc, si on compare avec les horloges à césium qui étaient dans les radiofréquences, donc quelques gigahertz, on voit que la différence de fréquence, le rapport de fréquence va nous permettre d'avoir de bien meilleures stabilités. C'est un peu tout l'enjeu du développement des horloges atomiques optiques, c'est de dépasser les limitations qu'on a. Les horloges atomiques, ça ressemble à quoi? Là, je vous ai mis 3 exemples. Ce ne sont pas toutes des horloges atomiques optiques. À gauche, en bas, on a une horloge, si je ne dis pas de bêtises, au strontium, qui, elle, est bien optique, qui fait à peu près la taille d'un laboratoire. Tout à droite, on a les horloges donc, de Nuclans, qui, elles, sont un petit frigo, on va dire. Et enfin, au milieu, en bas, on a ce qu'on appelle des micro-horloges, qui sont un peu moins bonnes, évidemment, en performance, mais tout ça dépend de ce qu'on appelle les performances, mais sur la stabilité, et qui sont meilleurs au niveau de la consommation énergétique et du volume. Alors, on revient, parce que excusez-moi, mais si on revient là sur donc, la stabilité du laser, vous voyez de nouveau ce taux -1,5 apparaître. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les horloges, en fait, là, on parle d'un outil qui est la variance d'Allan. L'idée, c'est que, pour vous expliquer grossièrement pourquoi on utilise cet outil, c'est que quand on fait des mesures de temps ou de fréquence, on va compter. C'est un peu comme si vous comptiez le battement d'un pendule. Et donc, par exemple, si on dit qu'une horloge elle a 1 seconde, enfin qu'elle va nous donner 1 seconde à plus ou moins 0,1 seconde, bah, au bout de 10 secondes, on va pas avoir une erreur de 1 seconde. Parce qu'en fait, la première seconde, on aura eu plus 0,1 seconde, la deuxième seconde, on aura eu moins 0,1 seconde, et tout ça, ça va s'accumuler, et ça va un peu se moyenner et s'annuler,
Ça dépend des conditions. Mais c'est pour ça que vous sentez bien qu'on a besoin d'un outil un peu particulier pour caractériser les performances d'une horloge. Et donc, c'est ce que vous voyez là. En fait, l'idée, c'est qu'on a un temps d'intégration taux. On a 2 points, donc 2 mesures de fréquence. On sait quelles sont les fréquences sur ces 2 points-là. On va faire la différence entre ces 2 mesures. Et ensuite, on va balayer toutes nos mesures de fréquence et on va faire la moyenne sur toutes ces mesures. Et c'est ce que va nous donner, en fait, la variance d'Allen. Donc, ça va être vraiment en fonction d'un taux d'intégration, la différence qu'on peut s'attendre à obtenir. Donc, si vous regardez le graphe qui est en bas à droite, en fait, en fonction des opérations qu'on fait, on va avoir des pentes plus ou moins intéressantes. Et c'est de là d'où vient le taux moins 1,5. Le taux moins 1,5, en fait, vient d'un bruit blanc de modulation de fréquence. Donc là, vous voyez, en fait, c'est du taux moins 1, sauf que dans ce graphe-là, on est sur la variance, alors que nous, on parle d'écart-type, donc on prend la racine. C'est typiquement, les pentes que vous voyez là, c'est typiquement ce qu'on va obtenir pour une horloge. On va y revenir, on va voir quelques courbes plus tard. On a d'abord une pente en taux moins 1,5 quand l'asservissement est bon. Ensuite, on atteint le flicker floor, ce qu'on appelle le flicker floor, qui est le palier un peu où on ne pourra pas aller en dessous. Et ensuite, on a une dérive de l'horloge. Alors, les performances, j'ai bien aimé ce graphe qui résume un peu toutes les performances des horloges atomiques optiques qu'on peut trouver de manière générale. Donc, la première barre noire que vous voyez tout à gauche, c'est l'instabilité. Plus on est en haut, mieux c'est. On commence à 10 puissance moins 14 et on finit à 10 puissance moins 17 pour 100 secondes de temps d'intégration. Ensuite, on a le volume. Ensuite, on a l'incertitude qui ne nous intéresse pas, nous, parce qu'on cherche vraiment une référence de fréquence, pas une référence absolue de fréquence. Et ensuite, on a la masse et la puissance. Ce qu'on va vraiment regarder, nous, ça va être l'instabilité, comment se situe par rapport aux autres, le volume et la masse. Donc maintenant, on arrive sur les lasers stabilisés sur l'iode. En fait, les lasers stabilisés sur l'iode, pourquoi est-ce qu'il y a un développement dans ces technologies-là? C'est que c'est assez intéressant parce qu'on peut obtenir des bonnes stabilités sans avoir un système très complexe. Comme vous l'avez vu précédemment, je vous ai montré une horloge à strontium qui était en fait... qui faisait la taille d'un laboratoire. Et pourquoi ces horloges sont aussi grosses? C'est parce qu'en fait, elles utilisent ce qu'on appelle des atomes froids. Quand on parle d'atomes froids, on parle de quelques fractions de millikelvin. Donc, pour refroidir les atomes à ces performances, pour les garder en place, pour savoir combien on a d'atomes dans cet état, etc., on a besoin d'énormément de lasers. Donc, c'est des systèmes très, très, très complexes. L'avantage des lasers stabilisés sur l'iode, c'est que l'iode, on le garde sous forme de gaz. Donc, on a juste besoin d'une cellule, on met de l'iode dedans, et c'est plus ou moins bon. Le problème, c'est que les raies sont élargies par effet Doppler. Étant donné qu'on a un gaz, toutes les molécules vont un peu dans tous les sens à des vitesses différentes. Donc, chaque molécule a un effet Doppler. Et on va avoir un élargissement des raies. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle la technique de la spectroscopie par absorption saturée. C'est parce qu'en fait, cette technique nous permet de revenir à la largeur de raie naturelle, si vous voulez, sans l'élargissement dû à l'effet Doppler. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous voyez par exemple au centre en bas de la slide, on a un amas typique de ce qu'on pourrait voir quand on fait de la spectroscopie de l'iode, de toutes les transitions hyper fines. Et en fait, quand toutes ces transitions vont être élargies, elles vont se superposer les unes aux autres, et on va obtenir en fait la courbe jaune que vous voyez en haut à gauche, sans les petits pics qui dépassent. Moi, c'est ce que j'appelle la patate Doppler. Et grâce à la technique de la spectroscopie par absorption saturée, où on va aller saturer seulement les atomes de classe de vitesse nulle par rapport au faisceau, on va pouvoir faire ressortir en fait les transitions hyper fines. Donc l'iode, elle a des raies qui sont très intenses, donc on a des très bons rapports signal-bruit. On a des raies qui sont très fines, donc on a, par exemple là, vous voyez le facteur de qualité, il est de l'ordre de 10 puissance 9, donc on va avoir des bonnes stabilités. Et en plus, étant donné que c'est une molécule diatomée, c'est-à-dire que c'est du diode, les états vibrationnels, rotationnels, etc. de la molécule vont faire que sur une très grande partie du spectre visible, on va avoir des raies. Entre 500 et 600 nanomètres, typiquement, c'est là où on a les raies les plus fines. Et quand on va au-delà de 600 nanomètres, ça s'élargit un peu, mais on en a toujours beaucoup. Donc, selon les applications qu'on veut faire, etc., on va avoir beaucoup de solutions. Si on regarde ce qui se fait un peu sur l'iode, là, typiquement, on a un travail fait par les Allemands. Pour que vous voyez les ordres de grandeur des stabilités, on arrive environ, alors là, bon, c'est pas très parlant parce que je vous ai donné juste la densité spectrale de bruit, mais on arrive à des stabilités de 10 puissance moins 14. J'aimerais attirer votre attention sur un point particulier de cet exemple. C'est que je ne sais pas si vous voyez tout en haut à gauche du schéma de principe du banc, on a un laser anéodyniaque. Ce que je vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le laser stabilisé sur la cavité ultrastable, c'est un laser anéodyniaque pour la mission LISA, je parle. Et ce laser est mis à 1064 nanomètres.
Or là, je viens de vous dire que les raies intéressantes pour l'iode, c'était entre 500 et 600 nanomètres. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une opération d'optique non linéaire. On utilise typiquement des cristaux d'optique non linéaire qui sont maintenant très courants dans le commerce pour tout ce qui est du doublage de fréquence ou de la division par 2 de la longueur d'onde pour obtenir du 532 nanomètres. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça? Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la photonique, c'est que on peut pas avoir n'importe quel laser avec n'importe quelle performance sur n'importe quelle bande du spectre comme on veut en fait. En fonction des développements qu'il y a eu, des investissements et en fonction des technologies utilisées, on va avoir certaines performances, certains avantages et certains inconvénients. Là, le choix qui a été fait d'utiliser un laser néodymium avec de l'optique non linéaire derrière, c'est qu'en fait, les lasers néodymium permettent de manière relativement simple d'avoir des largeurs d'émission très fines qui vont nous permettre d'aller interroger nos raies avec des bonnes intensités tout en gardant un volume respectable. Là, on parle de 10-20 litres. Par contre, l'optique non linéaire, c'est quelque chose qui va coûter un peu cher, qui va être un peu plus compliqué à mettre en place, et même les lasers néodymium peuvent être dans une certaine mesure peut-être un peu fragiles. Pour rester sur l'exemple des Allemands, ils ont fait quelque chose qui est intéressant par rapport à notre discussion aujourd'hui, c'est un exemple spatialisé. Donc, ils ont réussi à faire le système compact que vous voyez là, qui fait quelques dizaines de litres, et qu'ils ont envoyé sur une fusée pour un vol suborbital. Et ils avaient des performances très intéressantes. Alors, tout juste pas assez pour typiquement la mission LISA, mais ça reste des performances très intéressantes étant donné le travail de compacité et d'industrialisation qu'il y a là. Maintenant, je vais vous parler de ce qui a été fait au CIRT avant ma thèse et ce que je continue. C'est qu'en fait, ce que je vous mentionnais sur le laser néodymium précédemment, nous, on a voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a voulu utiliser des lasers télécoms. Pourquoi les lasers télécoms? Parce que dans les années 90 et au début des années 2000, il y a eu des investissements énormes dans les lasers télécoms, ce qui fait qu'on a des performances qui sont très bonnes pour des prix relativement bas, avec une robustesse excellente, et qu'en plus, beaucoup de composants télécoms sont spatialisés de nos jours, ou sont du moins en train d'être spatialisés. La plupart des composants sont presque spatialisés. Alors maintenant, les lasers télécoms, comme ça a été mentionné précédemment, on est à 1,5 micromètre de longueur d'onde, donc il faut passer à 532 nanomètres. Donc il faut diviser il faut multiplier la fréquence par 3, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est le petit schéma que vous avez en haut à droite. On va d'abord passer par un doubleur. Donc on va passer de oméga, la pulsation à 2 oméga. Et ensuite, on va sommer la pulsation initiale à oméga avec celle de 2 oméga pour obtenir du 3 oméga, donc du 532 nanomètres. Pourquoi on fait ça et on ne génère pas directement la troisième harmonique du laser? C'est parce qu'en fait, en optique non linéaire, plus on va haut dans les ordres non linéaires, d'effets non linéaires, moins les rendements sont bons. Donc, si on avait voulu générer directement la troisième harmonique, on aurait eu moins de conversion que si on passe par deux effets d'ordre 2, ce qui sont le doublage et la sommation. Et donc, avec ce système, avec les lasers télécoms, etc., on a obtenu des performances qui sont largement compatibles avec les performances demandées par la mission LISA, puisqu'on a un facteur 10 de marge. Maintenant, on rentre dans la collaboration avec le CERT et Qilia. Donc, l'idée, c'était de faire la même chose, mais avec un TRL de 4.5 compact et transportable, puisque, on le verra plus tard, ces lasers ont vocation à être utilisés sur plusieurs sites dans toute la France et peut-être l'Europe. Donc, l'idée, c'est de fournir le système que vous voyez en haut au centre, une boîte rouge et une boîte bleue. La boîte rouge, c'est en fait toute la génération des photons qui vont nous permettre d'aller interroger l'iode. Donc, le triplage de fréquences, plus la modulation de phase, plus les asservissements de fréquences, etc. Et la boîte bleue, c'est la spectroscopie de l'iode directement, c'est l'interrogation des atomes. La boîte rouge a déjà été réalisée. On génère un peu plus de 30 milliwatts de verre, donc de 500 nanomètres. Et la boîte bleue est en cours de réalisation. Le savoir-faire de Qilia, là-dedans, il intervient où? C'est que Qilia fait des systèmes optiques compacts et très robustes et tout fibrés. On a déjà eu plusieurs produits qui ont été qualifiés spatial et qui ont été envoyés dans l'espace. Et en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, là où on a vraiment notre savoir-faire qui intervient sur ce banc, c'est à la fois sur le sommateur de fréquence, qui est un composant qui n'est pas disponible commercialement de manière viable à part le développement qu'on a fait. Je vous rappelle qu'il est tout fibré, hein, c'est un peu ce qui fait la nuance. Et on a le banc de spectroscopie. Vous voyez en haut à droite
le sommateur de fréquence en cours de réalisation. En bas à gauche, il est terminé. Pour vous donner un ordre de grandeur de la taille, entre chaque trou sur la table noire, c'est 2,5 cm. Et pour le banc de spectroscopie, on parle d'un volume de 15 litres. Au total, avec la génération de la troisième harmonique et la spectroscopie, on a 30 litres. De nouveau, le savoir-faire a été qualifié spatial. Donc, si jamais on a besoin d'envoyer ça un jour dans l'espace, il y a encore quelques petits problèmes à régler, mais ça sera, on a de bonnes raisons de penser que ça va fonctionner. Si on revient sur le tableau des performances que je vous avais donné précédemment, voilà où on se place à peu près. On a des performances qui sont relativement correctes, entre 10-14 et 10-15 sur la stabilité. Par contre, sur le volume, on voit que c'est incomparable avec ce qui se fait par ailleurs. On passe de 10 mètres cubes pour les meilleures performances à quelques dizaines de litres. Bien sûr, pour le banc optique. Et au niveau de la masse, de nouveau, on est à quelques dizaines de kilogrammes aussi. Alors maintenant, si on revient à Mission LISA, où est-ce qu'on se place dans tout ça? Comme je vous l'ai mentionné avant, la responsabilité du CNES, c'est tout ce qui est AIVT de la mission, donc tout ce qui est intégration, assemblage, test des composants, etc. Et ils ont besoin de lasers pour pouvoir faire ces tests. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai mentionné précédemment, les lasers utilisés pour la mission LISA, ce sont des lasers néodymiaques, donc à 1064 nanomètres, et nous, on génère soit du 1596 nanomètres, directement la radiation du laser télécom, soit du 500 nanomètres, 532 nanomètres pour la troisième harmonique. Mais la mission LISA demande du 1064. Donc on a d'abord livré un premier bloc qui est l'ensemble des deux lasers néodymiaques que vous voyez à 1064 nanomètres, qui sont synchronisés. On peut même régler la synchronisation pour faire comme s'il y avait une onde gravitationnelle qui passait sur le banc, et en fait ces deux lasers représentent deux sondes de la mission. Et on envoie ces deux lasers donc sur les bandes d'interférométrie, etc., etc. Ils sont juste synchronisés pour l'instant et pas stabilisés en fréquence. Et c'est là où le deuxième banc, donc l'encadré bleu, intervient, le laser stabilisé sur diode. C'est qu'on va prendre un des deux lasers à 1064, on va doubler sa fréquence, et donc on va générer du 532 nanomètres, et on va pouvoir du coup interagir avec le 532 nanomètres qu'on générait sur le banc du laser stabilisé sur diode. Et donc on va pouvoir synchroniser un des deux lasers à 1064 nanomètres avec le laser à 1596 nanomètres. Et je pense que j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alexis. Donc, moi, ça m'a rappelé effectivement beaucoup de souvenirs quand j'étais voilà, donc en thèse et sur mes premiers emplois. Je me rappelle où je me battais avec la variance d'Alan, un peu comme tu peux le faire. Hein. Donc, alors j'ai une première question là qui apparaît. Donc, c'est Hervé Floch. Est-ce que tu peux la lire? Alors, les lasers excimères auraient-ils pu être considérés ou sont-ils exclus de facto parce que pas assez stables en fréquence par rapport à la spécification? Je ne connais pas assez les lasers excimères, je ne connais pas assez leur performance, etc. Pour l'instant, j'avais un peu la tête dans les manipulations, etc. Et j'aurais peur de vous dire des bêtises. Moi je peux répondre un peu là-dessus. Hein. Ah bah alors avec plaisir, merci. Ouais, alors, les lasers excimères, on est sur des lasers à faible rendement, de grande dimension, très souvent. Donc, avec des molécules qui sont quand même relativement complexes, voire toxiques. Et donc sur des lasers vraiment à gaz, donc avec une cavité par rapport à un laser solide. Déjà dès le début, la fréquence est forcément moins favorable par rapport à un laser solide, en particulier des lasers néodymiaques, dont la cavité est souvent déjà monolithique. Donc c'est compliqué. Ensuite, les longueurs d'onde des lasers à excimère, souvent on est dans l'UV. Donc je crois qu'on est en dessous de la limite de dissociation de l'iode moléculaire, qui doit être, je crois, dans le bleu ou dans l'UV de mémoire. Hein. Et donc, pour trouver des transitions atomiques ou moléculaires pour aller asservir ces lasers, c'est pas facile non plus, quoi. Les lasers à excimère ont des longueurs d'onde aux alentours de 190 nanomètres, par exemple. Donc, c'est pas évident. Hein. Ok, bah, merci. Merci pour voilà. l'information. Et ensuite, s'il y avait une autre question de ta part, pour asservir sur l'iode, il faut moduler et démoduler, apparemment harmonique 3 ici. Est-ce que le faisceau utile est-il modulé ou utilisez-vous un AOM, une méthode d'Orange-Couillot? Alors, le faisceau utile est modulé. En fait, justement, pour augmenter un peu la compacité, l'efficacité, etc., on a fait une modulation dans l'infrarouge.
Donc, ce qui va sortir un troisième harmonique va être modulé. Il faut savoir qu'avec les puissances qu'on a sorties c'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais il faut savoir qu'avec les puissances qu'on a sorties du banc de la boîte rouge, comme je l'ai nommé avant, on va pouvoir, si besoin, moduler dans le visible et donc moduler seulement la pompe, qui ne sera donc pas le signal utile in fine. Donc, si jamais on peut. Mais effectivement, il va falloir. En fait, quand on va aller faire la boucle d'asservissement de phase sur le laser néodymium sur l'iode, donc pardon, sur le laser de référence, donc ici, il va falloir démoduler le signal utile. Et pour ça, on pensait utiliser un peu d'opposition de phase. C'est quelque chose qui est encore en cours et ça fait partie de ma thèse, de la recherche scientifique qu'on va faire. Donc je préfère ne pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas encore les résultats par rapport à tout ça, sur la méthode qu'on va utiliser, etc. Mais c'est effectivement, il va falloir démoduler le signal optique et c'est quelque chose sur lequel on travaille. D'accord, bah, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question. Non. Ah non, c'est bon. Donc moi je vois plus de questions. Donc merci beaucoup pour tout, Alexis, pour cette présentation. Pas de souci, merci à vous encore une fois de nous avoir invités. Voilà. Donc pour conclure, voilà, vous avez sur l'avant-dernière planche ici les contacts des différents intervenants. Vous avez mon contact aussi, le contact de Monsieur Baudard du Wave for Space. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les différentes personnes si vous avez d'autres questions, des envies de projet, etc. Voilà. Et pour finir, vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. David va le mettre en ligne. Et notre prochain webinaire qui aura lieu le 15 mars 2022, organisé par Alpha RLH, sur le sujet « Comment booster vos projets de développement grâce à l'Open Innovation ». Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée. Au revoir.